Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais commencer la lecture de La Petite Fadette de George Sand. George Sand, qui est un pseudonyme, donc il se cache derrière Amandine Aurore Lucille Dupin, baronne du Devant, qui est une écrivain française, auteure dramatique, romancière, critique littéraire et journaliste. Elle compte parmi les écrivains prolifiques, avec plus de 70 romans à son actif, 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques. À l'image de son arrière-grand-mère par alliance, qu'elle admire, Madame Dupin, George Sand prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés d'une société conservatrice. George Sand a fait scandale par sa vie amoureuse agitée, par sa tenue vestimentaire masculine dont elle a lancé la mode, par son pseudonyme masculin qu'elle adopte dès 1829 et dont elle lance aussi la mode. Malgré de nombreux détracteurs tels que Charles Baudelaire, George Sand contribue activement à la vie intellectuelle de son époque, accueillant au domaine de Nohant, au Palaiseau, des personnalités aussi différentes que Franz Liszt, Frédéric Chopin, Marie Dagoult, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Eugène Delacroix, conseillant les uns, encourageant les autres. Elle a entretenu une grande amitié avec Victor Hugo, avec lequel elle a tenu une correspondance durant des années. Ces deux grandes personnalités ne se sont jamais rencontrées. Elle s'est aussi illustrée par un engagement politique actif à partir de 1848. Inspirant Alexandre Ledru-Rollin, participant au lancement de 3 journaux, La Cause du Peuple, Le Bulletin de la République, L'Éclaireur, plaidant auprès de Napoléon III la cause de condamnés, notamment celle de Victor Hugo, dont elle admirait l'œuvre et dont elle a tenté d'obtenir la grâce après avoir éclipsé Notre-Dame de Paris avec Indiana, son premier roman. N'oublions pas qu'à cette époque, la condition des femmes en France était différente. L'égalité n'était pas d'actualité et que ce que cette femme a accompli grâce à son intelligence, son cœur et son courage mérite bien de rester dans les esprits. Voilà, donc nous allons commencer la lecture de La Petite Fadette de George Sand. J'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie et donc avec ce merveilleux roman. Et je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook, Voyage au bout de la nuit. Donc, La Petite Fadette de George Sand. Chapitre 1. Le père Barbeau de la Causse n'était pas mal dans ses affaires, à preuve qu'il était du conseil municipal de sa commune. Il avait 2 champs qui lui donnaient la nourriture de sa famille et du profit par-dessus le marché. Il cueillait dans ses prés du foin à plein charroi. Et sauf celui qui était au bord du ruisseau et qui était un peu ennuyé par le jonc, c'était du fourrage, connu dans l'endroit pour être de première qualité. La maison du père Barbeau était bien bâtie, couverte en tuiles, établie en bon air sur la côte, avec un jardin de bon rapport et une vigne de 6 journaux. Enfin, il avait derrière sa grange un beau verger que nous appelons chez nous une ouche, où le fruit abondait tant en prunes qu'en guignes, en poires et en cormes. Mêmement, les noyers de ces bordures étaient les plus vieux et les plus gros de 2 lieues aux entours. Le père Barbeau était un homme de bon courage, pas méchant, et très porté pour sa famille, sans être injuste à ses voisins et paroissiens. Il avait déjà 3 enfants, quand la mère Barbeau, voyant sans doute qu'elle avait assez de biens pour 5 et qu'il fallait se dépêcher parce que l'âge lui venait, s'avisa de lui en donner 2 à la fois, 2 beaux garçons. Et comme ils étaient si pareils qu'on ne pouvait presque pas les distinguer l'un de l'autre, on reconnut bien vite que c'était 2 Besson. C'est-à-dire 2 jumeaux,
d'une parfaite ressemblance. La mère Sagette, qui les reçut dans son tablier, comme il venait au monde, n'oublia pas de faire au premier-né une petite croix sur le bras avec son aiguille, parce que, disait-elle, un bout de ruban ou un collier peut se confondre et faire perdre le droit d'aînesse. Quand l'enfant sera plus fort, dit-elle, il faudra lui faire une marque qui ne puisse jamais s'effacer, à quoi l'on ne manqua pas. L'aîné fut nommé Sylvain, dont on fit bientôt Sylviné, pour le distinguer de son frère aîné, qui lui avait servi de parrain, et le cadet fut appelé Landry, nom qu'il garda, comme il l'avait reçu au baptême, parce que son oncle, qui était son parrain, avait gardé de son âge la coutume d'être appelé Landrich. Le père Barbeau fut un peu étonné, comme il revint du marché, de voir deux petites têtes dans le berceau. Oh, fit-il, voilà un berceau qui est trop étroit. Demain matin, il me faudra l'agrandir. Il était un peu menuisier de ses mains, sans avoir appris, et il avait fait la moitié de ses meubles. Il ne s'étonna pas autrement et alla soigner sa femme, qui but un grand verre de vin chaud, et ne s'en porta que mieux. « Tu travailles si bien, ma femme, lui dit-il, que ça doit me donner du courage. Voilà 2 enfants de plus à nourrir, dont nous n'avions pas absolument besoin. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je me repose de cultiver nos terres et d'élever nos bestiaux. Sois tranquille, on travaillera. Mais ne m'en donne pas trop à la prochaine fois, car ce serait trop. » La mère Barbeau se prit à pleurer, dont le père Barbeau se mit fort en peine. « Bellement, bellement, dit-il. Il ne faut te chagriner, ma bonne femme. Ce n'est pas par manière de reproche que je te dis cela, mais par manière de remerciement, bien au contraire. Ces 2 enfants-là sont beaux et bien faits. Ils n'ont point de défaut sur le corps, et j'en suis content. Alas, mon Dieu, dit la femme, je sais bien que vous ne me les reprochez pas, notre maître. Mais moi, j'ai du souci, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait rien de plus chanceux et de plus malaisé à élever que des baissons. Ils se font tort l'un à l'autre, et presque toujours. Il faut qu'un des 2 périsse pour que l'autre se porte bien. « Oui, da, dit le père, est-ce la vérité? Tant qu'à moi, ce sont les premiers baissons que je vois. Le cas n'est point fréquent. Mais voici la mère Sagette qui a de la connaissance là-dessus et qui va nous dire ce qui en est. » La mère Sagette, étant appelée, répondit « Fiez-vous à moi, ces 2 baissons-là vivront bel et bien et ne seront pas plus malades que d'autres enfants. Et il y a 50 ans que je fais le métier de sage-femme et que je vois naître, vivre ou mourir tous les enfants du canton. Ce n'est donc pas la première fois que je reçois des jumeaux. D'abord, la ressemblance ne fait rien à leur santé. Il y en a qui ne se ressemblent pas, plus que vous et moi, et souvent il arrive que l'un est fort et l'autre faible. Ce qui fait que l'un vit et que l'autre meurt. Mais regardez les vôtres, ils sont chacun aussi beaux et aussi bien corporés que s'ils étaient fils uniques. Ils ne sont donc pas fait dommage l'un à l'autre dans le sein de leur mère. Ils sont venus à bien, tous les 2, sans trop la faire souffrir et sans souffrir eux-mêmes. Ils sont jolis à merveille et ne demandent qu'à vivre. Consolez-vous donc, mère Barbeau. Ça vous sera un plaisir de les voir grandir. Et s'ils continuent, il n'y aura guère que vous et ceux qui les verront tous les jours qui pourraient faire entre eux une différence, car je n'ai jamais vu 2 baissons si pareils. On dirait 2 petits perdreaux sortant de l'œuf. C'est si gentil et si semblable qu'il n'y a que la mère Perdrix qui les reconnaisse. »« Ah, la bonne heure !» fit le père Barbeau en se grattant la tête. Mais j'ai ouï dire que les baissons prenaient tant d'amitié l'un pour l'autre que quand ils se quittaient, ils ne pouvaient plus vivre et qu'un des 2, tout au moins, se laissait consumer par le chagrin jusqu'en mourir. « C'est la vraie vérité, dit la mère Sagette. Mais écoutez ce qu'une femme d'expérience va vous dire.
ne le mettez pas en oubliance, car dans le temps où vos enfants seront en âge de vous quitter, je ne serai peut-être plus de ce monde pour vous conseiller. Faites attention, dès que vos baissons commenceront à se connaître, à se reconnaître, de ne pas les laisser toujours ensemble. Emmenez l'un au travail pendant que l'autre gardera la maison. Quand l'un ira pêcher, envoyez l'autre à la chasse. Quand l'un gardera les moutons, que l'autre aille voir les bœufs au pacage. Quand vous donnerez à l'un du vin à boire, donnez à l'autre un verre d'eau. Et réciproquement, ne les grondez point ou ne les corrigez point tous les deux en même temps. Ne les habillez pas de même. Quand l'un aura un chapeau, que l'autre ait une casquette et que surtout leur blouse ne soit pas du même bleu. Enfin, par tous les moyens que vous pourrez imaginer, empêchez-les de se confondre l'un avec l'autre et de s'accoutumer à ne pas se passer l'un de l'autre. Ce que je vous dis là, j'ai grand peur que vous ne le mettiez dans l'oreille du chat. Mais si vous ne le faites pas, vous vous en repentirez grandement un jour. La mère Sagette parlait d'or et on l'a cru. On lui promit de faire comme elle disait et on lui fit un beau présent avant de la renvoyer. Puis comme elle avait bien recommandé que les baissons ne fussent point nourris du même lait, on s'enquit vitement d'une nourrice. Pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais il ne s'en trouva point dans l'endroit. La mère Barbeau, qui n'avait pas compté sur 2 enfants, et qui avait nourri elle-même tous les autres, n'avait pas pris ses précautions à l'avance. Il fallut que le père Barbeau partît pour chercher cette nourrice dans les environs. Et pendant ce temps, comme la mère ne pouvait pas laisser partir ses petits, elle leur donna le sein à l'un comme à l'autre. Les gens de chez nous ne se décident pas vite. Et quelque riche qu'on soit, il faut toujours un peu marchander. On savait que les Barbeaux avaient de quoi payer et on pensait que la mère, qui n'était plus de la première jeunesse, ne pourrait point garder de nourrissons sans s'épuiser. Toutes les nourrices que le père Barbeau put trouver lui demandèrent donc 18 livres par mois, ni plus ni moins qu'un bourgeois. Le père Barbeau n'aurait voulu donner que 12 ou 15 livres, estimant que c'était beaucoup pour un paysan. Il courut de tous les côtés et disputa un peu sans rien conclure. L'affaire ne pressait pas beaucoup, car 2 enfants si petits ne pouvaient pas fatiguer la mère. Et ils étaient si bien portants, si tranquilles, si peu braillards l'un et l'autre, qu'ils ne faisaient presque pas plus d'embarras qu'un seul dans la maison. Quand l'un dormait, l'autre dormait aussi. Le père avait rangé le berceau et quand ils pleuraient tous 2 à la fois, on les berçait et on les apaisait en même temps. Enfin, le père Barbeau fit un arrangement avec une nourrice pour 15 livres et il ne se tenait plus qu'à 100 sous d'épingle lorsque sa femme lui dit « Bah, notre maître, je ne vois pas pourquoi nous allons dépenser 180 ou 200 livres par an comme si nous étions des messieurs et dames et comme si j'étais hors d'âge pour nourrir mes enfants. J'ai plus de lait qu'il n'en faut pour cela. Ils ont déjà 1 mois, nos garçons, et voyez s'ils ne sont pas en bon état. La merlotte que vous voulez donner pour nourrice à un des 2 n'est pas moitié si forte et si saine que moi. Son lait a déjà 18 mois et ce n'est pas ce qu'il faut à un enfant si jeune. La Sagette nous a dit de ne pas nourrir nos baissons du même lait pour les empêcher de prendre trop d'amitié l'un pour l'autre. C'est vrai qu'elle l'a dit. Mais n'a-t-elle pas dit aussi qu'il fallait les soigner également bien ? Parce qu'après tout, les baissons n'ont pas la vie tout à fait aussi forte que les autres enfants. J'aime mieux que les nôtres s'aiment trop que s'il faut sacrifier l'un à l'autre. Et puis, lequel des 2 mettrons-nous en nourrice ? Je vous confesse que j'aurais autant de chagrin à me séparer de l'un comme de l'autre. Je peux dire que j'ai bien aimé tous mes enfants, mais je ne sais comment la chose se fait. M'est avis que ceux-ci sont encore les plus mignons et les plus gentils que j'ai portés dans mes bras. J'ai pour eux un je ne sais quoi qui me fait toujours craindre de les perdre. Je vous en prie, mon mari, ne pensez plus à cette nourrice. Nous ferons pour le reste tout ce que la Sagette a recommandé. Comment voulez-vous que des enfants à la mamelle se prennent de trop grande amitié, quand c'est tout au plus s'ils connaîtront leurs mains d'avec leurs pieds, quand ils seront en sevrage. Ce que tu dis là n'est pas faux, ma femme.
répondit le père Barbeau en regardant sa femme, qui était encore fraîche et forte comme on en voit peu. Mais si pourtant, à mesure que ces enfants grossiront, ta santé venait à dépérir. N'ayez peur, dit la Barbaude. Je me sens d'aussi bon appétit que si j'avais 15 ans. Et d'ailleurs, si je sentais que je m'épuise, je vous promets que je ne vous le cacherai pas et il serait toujours temps de mettre un de ces pauvres enfants hors de chez nous. Le père Barbeau se rendit, d'autant plus qu'il aimait bien autant ne pas faire de dépenses inutiles. La mère Barbeau nourrit ses baissons, sans se plaindre et sans souffrir. Et même elle était d'un si beau naturel que 2 ans après le sevrage de ses petits, elle mit au monde une jolie petite fille qui eut nom Nanette et qu'elle nourrit aussi elle-même. Mais c'était un peu trop et elle eut peine à en venir à bout. Si sa fille aînée, qui était son premier enfant, ne l'eût soulagée de temps en temps en donnant le sein à sa petite sœur. Bizarre comme ça. De cette manière, toute la famille grandit et grouilla bientôt au soleil. Les petits-oncles et les petites-tantes avec les petits-neveux et les petites-nièces qui n'avaient pas à se reprocher d'être beaucoup plus turbulents ou plus raisonnables les uns que les autres. Chapitre 2. Les Besson croissaient à plaisir, sans être malades, plus que d'autres enfants. Et mêmement, ils avaient le tempérament si doux et si bien façonné qu'on eût dit qu'ils ne souffraient point de leurs dents ni de leurs croix, autant que le reste du petit monde. Ils étaient blonds et restèrent blonds toute leur vie. Ils avaient tout à fait bonne mine, de grands yeux bleus, des épaules bien avalées, le corps droit et bien planté, plus de taille et de hardiesse que tous ceux de leur âge. Et tous les gens des alentours qui passaient par le bourg de Cos s'arrêtaient pour les regarder, pour s'émerveiller de leur retirance. Et chacun s'en allait disant « C'est tout de même une jolie paire de gars. » Cela fut cause que, de bonne heure, les Besson s'accoutumèrent à être examinés et questionnés, et à ne point devenir honteux et sots en grandissant. Ils étaient à leur aise avec tout le monde. Et au lieu de se cacher derrière les buissons, comme font les enfants de chez nous quand ils aperçoivent un étranger, ils affrontaient le premier venu, mais toujours très honnêtement, et répondaient à tout ce qu'on leur demandait, sans baisser la tête et sans se faire prier. Au premier moment, on ne faisait point entre eux la différence, et on croyait voir un œuf et un œuf. Mais quand on les avait observés un quart d'heure, on voyait que Landry était une miette plus grand et plus fort, qu'il avait le cheveu un peu plus épais, le nez plus fort, l'œil plus vif. Il avait aussi le front plus large et l'air plus décidé, et mêmement un signe que son frère avait à la joue droite, et il l'avait à la joue gauche, et beaucoup plus marqué. Les gens de l'endroit les reconnaissaient donc bien, mais cependant il leur fallait un petit moment. Et à la tombée de la nuit, ou à une petite distance, ils se trompaient quasi tous. D'autant plus que les Besson avaient la voix toute pareille et que, comme ils savaient bien qu'on pouvait les confondre, ils les répondaient au nom l'un de l'autre sans se donner la peine de vous avertir de la méprise. Le père Barbeau lui-même s'y embrouillait quelquefois. Il n'y avait ainsi que la sagette l'avait annoncé, que la mère qui ne s'y embrouilla jamais. Fût-ce à la grande nuit, ou du plus loin qu'elle pouvait les voir venir ou les entendre parler. En fait, l'un valait l'autre, et si Landry avait une idée de gaieté et de courage de plus que son aîné, Sylvinet était si amiteux et si fin d'esprit qu'on ne pouvait pas l'aimer moins que son cadet. On pensa bien, pendant 3 mois, à les empêcher de trop s'accoutumer l'un à l'autre. 3 mois. C'est beaucoup en campagne pour observer une chose contre la coutume. Mais d'un côté, on ne voyait point que cela fît grand effet. D'autre part, monsieur le curé avait dit que la mère Sagette était une radoteuse et que ce que le bon Dieu avait mis dans les lois de la nature ne pouvait être défait par les hommes. C'est bien qu'on oublia peu à peu ce qu'on s'était promis de faire.
La première fois qu'on leur ôta leur fourreau pour les conduire à la messe en culotte, ils furent habillés du même drap, car ce fut un jupon de leur mère qui servit pour les deux habillements. Et la façon fut la même. Le tailleur de la paroisse n'en connaissait point d'eux. Quand l'âge leur vint, on remarqua qu'ils avaient le même goût pour la couleur. Et quand leur tante Rosette voulut leur faire cadeau à chacun d'une cravate à la nouvelle année, ils choisirent tous deux la même cravate, Lila au Mercier, colporteur, qui promenait sa marchandise de porte en porte sur le dos de son cheval percheron. La tante leur demanda si c'était pour l'idée qu'il avait d'être toujours habillés l'un comme l'autre. Mais les Besson n'en cherchaient pas si long. Sylvinet répondit que c'était la plus jolie couleur et le plus joli dessin de cravate qu'il y eut dans tout le ballot du Mercier. Et de suite, Landry assura que toutes les autres cravates étaient vilaines. Et la couleur de mon cheval. Et la couleur de mon cheval, dit le marchand en souriant. Comment la trouvez-vous ? Bien laide, dit Landry. Il ressemble à une vieille pie. Tout à fait laide, dit Sylvinet. C'est absolument une pie mal plumée. Vous voyez bien, dit le Mercier à la tante, d'un air judicieux, que ces enfants-là ont la même vue. Si l'un voit jaune, ce qui est rouge, aussitôt l'autre verra rouge ce qui est jaune. Et il ne faut pas les contrarier là-dessus, car on dit que quand on veut empêcher les Besson de se considérer comme les deux empreintes d'un même dessin, ils deviennent idiots et ne savent plus du tout ce qu'ils disent. Le Mercier disait cela parce que ses cravates lilas étaient mauvais teint et qu'il avait envie d'en vendre deux à la fois. Par la suite du temps, tout alla de même, et les Besson furent habillés si pareillement qu'on avait encore plus souvent lieu de les confondre, et soit par malice d'enfant, soit par force de cette loi de nature que le curé croyait impossible à défaire, quand l'un avait cassé le bout de son sabot, bien vite l'autre écornait le sien du même pied. Quand l'un déchirait sa veste ou sa casquette, sans tarder l'autre imitait si bien la déchirure qu'on aurait dit que le même accident l'avait occasionné. Et puis mes Besson, de rire et de prendre un air sournoisement innocent quand on leur demandait compte de la chose. Bonheur ou malheur, cette amitié-là augmentait toujours avec l'âge. Et le jour où ils surent raisonner un peu, ces enfants se dirent qu'ils ne pouvaient pas s'amuser avec d'autres enfants, quand un des deux ne s'y trouvait pas. Et le père ayant essayé d'en garder toute la journée avec lui, tandis que l'autre restait avec la mère, tous les deux furent si tristes, si pâles et si lâches au travail qu'on les crut malades. Et puis quand ils se retrouvèrent, le soir, ils s'en allèrent tous deux par les chemins, se tenant par la main et ne voulant plus rentrer, tant ils avaient d'aise d'être ensemble, et aussi parce qu'ils boudaient un peu leurs parents de leur avoir fait ce chagrin-là. On n'essaya plus guère de recommencer, car il faut dire que le père et la mère, mêmement les oncles et les tantes, les frères et les sœurs, avaient pour les Besson une amitié qui tournait un peu en faiblesse. Ils en étaient fiers, à force d'en recevoir des compliments, et aussi parce que c'étaient de vrais deux enfants qui n'étaient ni laids, ni sots, ni méchants. De temps en temps, le père Barbeau s'inquiétait bien un peu de ce que deviendrait cette accoutumance, d'être toujours ensemble quand ils seraient en âge d'homme. Et se remémorant les paroles de la sagesse, ils essayaient de les taquiner pour les rendre jaloux l'un de l'autre. S'ils faisaient une petite faute, ils tiraient les oreilles de Sylvenet, par exemple, disant à Landry « Pour cette fois, je te pardonne à toi, parce que tu es ordinairement le plus raisonnable. » Mais cela consolait Sylvinet d'avoir chaud aux oreilles, de voir qu'on avait épargné son frère. Et Landry pleurait comme si c'était lui qui avait reçu la correction. On tenta aussi de donner à l'un seulement quelque chose dont tous deux avaient envie. Mais tout aussitôt, si c'était chose bonne à manger, ils partageaient. Ou si c'était toute autre musette ou épelette, à leur usage, ils le mettaient en commun. Ou se le donnaient et redonnaient l'un à l'autre sans distinction du tien et du mien. Faisait-on à l'un un compliment de sa conduite en ayant l'air de ne pas rendre justice à l'autre, cet autre était content et fier de voir encourager et caresser son Besson, et se mettait à le flatter et à le caresser aussi. Enfin, c'était peine perdue que de vouloir les diviser d'esprit ou de corps. Et comme on n'aime guère à contrarier des enfants qu'on chérit,
même quand c'est pour leur bien, on laissa vite aller les choses comme Dieu voulut. Ou bien on se fit de ces petites picoteries, un jeu dont les deux Bessons n'étaient point dupes. Ils étaient fort malins, et quelquefois, pour qu'on les laissât tranquilles, ils faisaient mine de se disputer, de se battre, mais ce n'était qu'un amusement de leur part, et ils n'avaient garde, en se roulant l'un sur l'autre, de se faire le moindre mal. Si quelques badauds s'étonnaient de les voir en bisbille, ils se cachaient pour rire de lui, et on les entendait babiller et chantonner ensemble, comme deux merles dans une branche. Malgré cette grande ressemblance et cette grande inclination, Dieu, qui n'a rien fait absolument pareil dans le ciel et sur la terre, voulut qu'ils eussent un sort bien différent. Et c'est alors qu'on vit que c'étaient deux créatures séparées dans l'idée du bon Dieu et différentes dans leur propre tempérament. On ne vit la chose qu'à l'essai, et cet essai arriva après qu'ils eurent fait ensemble leur première communion. La famille du père Barbeau augmentait grâce à ses deux filles aînées qui ne chômaient pas de mettre de beaux enfants au monde. Son fils aîné Martin, un beau et brave garçon, était au service. Ses gendres travaillaient bien, mais l'ouvrage n'abondait pas toujours. Nous avons eu dans nos pays une suite de mauvaises années, tant pour les vimères du temps que pour les embarras du commerce, qui ont délogé plus d'écus de la poche des gens de campagne qu'elles n'y en ont fait entrer. Si bien que le père Barbeau n'était pas assez riche pour garder tout son monde avec lui, et il fallait bien songer à mettre ses Bessons en condition chez les autres. Le père Caillot de la Priche lui offrit d'en prendre un pour toucher ses bœufs, parce qu'il avait un fort domaine à faire valoir, et que tous ces garçons étaient trop grands ou trop jeunes pour cette besogne-là. La mère Barbeau eut grand peur et grand chagrin quand son mari lui en parla pour la première fois. On eût dit qu'elle n'avait jamais prévu que la chose dût arriver à ses Bessons, et pourtant, elle s'en était inquiétée leur vie durant. Mais comme elle était grandement soumise à son mari, elle ne sut que dire. Le père avait bien du souci aussi pour son compte, et il prépara la chose de loin. D'abord, les deux Bessons pleurèrent et passèrent 3 jours à travers bois et prés, sans qu'on les vît, sauf à l'heure des repas. Ils ne disaient mot à leurs parents, et quand on leur demandait s'ils avaient pensé à se soumettre, ils ne se répondaient rien, mais ils raisonnaient beaucoup quand ils étaient ensemble. Le premier jour, ils ne surent que se lamenter tous deux, et se tenir par les bras, comme s'ils avaient crainte qu'on ne vînt les séparer par force. Mais le père Barbeau ne l'eut point fait. Il avait la sagesse d'un paysan, qui est faite moitié de patience et moitié de confiance dans l'effet du temps. Aussi le lendemain, les Bessons, voyant qu'on ne les taboulait point et que l'on comptait que la raison leur viendrait, se trouvèrent-ils plus effrayés de la volonté paternelle qu'ils ne l'eussent été par menaces et châtiments. Il faudra pourtant bien nous y ranger, dit Landry, et c'est à savoir lequel de nous s'en en ira. Car on nous a laissé le choix, et le père Caillot a dit qu'il ne pouvait pas nous prendre tous les deux. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture de La Petite Fadette de George Sand, qui, je rappelle, est une grande figure féministe donc, de ce siècle. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.